Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire de la fin du XIXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons aux États-Unis. Le comté de Lynn est situé dans la partie nord de l'État du Missouri, une région qui, à la fin du XIXe siècle, était composée de petites fermes cultivant principalement du maïs et du blé. Depuis 1860, l'agriculture s'est fortement développée aux États-Unis. En 1880, le nombre de fermes et d'employés avait plus que doublé. Le 11 mai 1894, Madame John Carter entendit frapper à sa porte. C'était étrange car il était encore très tôt et elle n'attendait pas de visiteurs. Elle se trouvait dans sa cuisine mais se rendit rapidement sur le perron pour voir qui pouvait bien être le visiteur. À sa grande surprise, c'était Nellie Mix, une fillette de 6 ans qui habitait tout près. Mais Nellie n'avait pas l'air comme d'habitude. D'habitude, elle était bien habillée car sa mère tenait à ce que ses enfants soient toujours à leur avantage. Cependant, aujourd'hui, Nellie avait l'air très différente. Sa robe était sale et déchirée, son visage couvert de sang. Elle avait aussi une cicatrice assez profonde sur le front. Madame Carter a demandé à la pauvre enfant ce qui n'allait pas, mais la parole de Nellie était quelque peu confuse. Elle a finalement réussi à dire qu'elle avait dormi dans une meule de paille à côté des corps de ses parents et de ses jeunes sœurs, qui avaient tous été assassinés. Madame Carter fut abasourdie. Le comté de Lynn était paisible, idéal pour fonder une famille. Ce n'était sûrement pas normal, mais Nellie avait l'air d'avoir dormi dehors et la blessure sur sa tête était profonde. Madame Carter se rendit dans la chambre de son fils de 9 ans, nommé Jimmy, et lui demanda d'aller à la meule de paille pour vérifier si l'étrange histoire que lui avait racontée la jeune Nellie Mix était vraie. Pendant que Jimmy cherchait les corps, Madame Carter nettoyait le sang sur le visage de Nellie et lui donna à manger. La pauvre enfant parlait encore doucement et ses paroles étaient difficiles à comprendre. Jimmy ne fut pas parti longtemps. Il revint bientôt et informa sa mère qu'il y avait effectivement des morts dans la meule de paille. Madame Carter fut choquée, car bien qu'il fût évident qu'il était arrivé quelque chose à la jeune fille, elle ne pensait pas que l'histoire des corps dans la meule de paille allait s'avérer vraie. Elle pensait qu'il y aurait presque certainement une autre explication. Comme Nellie ne pouvait pas être laissée seule, Madame Carter dit à Jimmy d'informer les voisins, et il partit immédiatement à leur recherche. La première personne qu'il vit fut un homme nommé George Taylor, qui herçait son champ de maïs. Il était très tôt et étrange que M. Taylor travaille déjà. Il semblait vraiment vouloir effacer les traces de chariot laissées la nuit précédente. Alors que Jimmy s'approchait, il avertit M. Taylor qu'il y avait des morts dans la meule de paille et qu'il devait donc être prudent en herçant. Ce qui s'est passé ensuite était plutôt étrange, car au lieu que George Taylor aille immédiatement enquêter sur cette terrible et bouleversante nouvelle, il emmena d'abord Jimmy chez lui et lui dit d'attendre, car il devait d'abord dételer ses chevaux. Jimmy a attendu, mais George Taylor n'est jamais revenu. Il avait sellé son cheval et était parti à Browning, impatient de parler à son frère, M. William Taylor. Les frères Taylor étaient bien connus dans le nord-est du Missouri. Ils étaient riches et instruits. William a obtenu son diplôme de droit à l'Université du Missouri et a siégé à l'Assemblée générale du Missouri. Il travaillait à Browning pour la People's Exchange Bank. Ils étaient à tous deux bien habillés, beaux et bien élevés. Cependant, malgré cela, la perception des deux frères par les habitants des villes de Milan et Browning avait changé lorsque, en 1891, ils furent accusés de faux et de vol pour avoir émis de faux chèques bancaires. Ils ont aussi été arrêtés pour incendie criminel et vol de bétail. Après avoir retrouvé son frère, George Taylor quitta rapidement la ville. Un homme nommé M. Tom Daly avait vu M. George Taylor se diriger vers Browning et peu de temps après, il vit de nouveau M. Taylor, mais cette fois-ci, il était accompagné de son frère, M. William Taylor, et il se dirigeait vers l'est. Il était alors 8 heures du matin et M. Daly déclara que les deux hommes semblaient être assez pressés. Pendant ce temps, les autorités avaient été contactées et chez Madame Carter, la petite Nellie Mix, âgée de 6 ans, était prise en charge par le médecin local. Interrogée sur les événements, elle répondit « Quand nous montions la colline… » L'homme sans favori a dit qu'il avait froid aux pieds. Il est descendu, a marché à côté de la charrette et a tiré sur papa. Papa a sauté dehors et a commencé à courir. Puis maman a crié et s'est mise à sauter. Ils m'ont frappé à la tête et je me suis endormi. Quand l'homme m'a mis dans la paille,
Celui avec les moustaches m'a donné un coup de pied dans le dos et a dit qu'ils étaient tous morts maintenant. Ils m'ont recouvert et je ne pouvais pas bien respirer. Je les ai entendus dire que ça ne brûlerait pas, que ça ne prendrait pas feu. La nouvelle des meurtres de monsieur et madame Mix et de 2 de leurs filles s'est vite répandue. Des hommes de Milan et de Browning se sont lancés à la poursuite des Taylor. Pendant ce temps, une enquête a tenté de déterminer les causes et les responsables des événements tragiques de la veille. L'enquête a appris que le père de Nellie, M. Gus Mix, était un fermier locataire et qu'il occupait des terres appartenant à George et William Taylor. M. Mix avait déjà été arrêté pour vol de bétail et, lors de son passage au tribunal, il avait plaidé coupable. Il avait ensuite été envoyé en prison. Cependant, lors de la première semaine d'avril 1894, il a reçu une offre de grâce du gouverneur, un certain gouverneur Stone, à condition qu'il témoigne au tribunal contre M. George et M. William Taylor, souhaitant ainsi retourner auprès de sa famille. M. Mix a accepté. Cependant, cela a beaucoup inquiété les Taylor. Il savait que certains du comté de Lannes voulaient les voir en prison et que le témoignage de Gus Mix contre eux était inacceptable pour eux. Ils allaient devoir le convaincre de changer d'avis. Ils sont allés chez lui et lui ont proposé 1 000 $ ainsi qu'une charrette et des chevaux s'il quittait la région. Gus Mix a accepté leur offre. C'était avantageux pour lui car il aurait une charrette, des chevaux et 1 000 $ et il pensait qu'il lui serait facile de devenir fermier locataire ailleurs, surtout avec une somme d'argent aussi importante pour l'aider. La mère de M. Gus Mix vivait dans la ville voisine de Milan, mais elle passait beaucoup de temps à aider chez son fils. Elle a déclaré à l'enquête que Gus l'avait tenu informé de la situation et qu'elle savait comment il avait accepté de témoigner contre les frères Taylor, mais qu'il avait finalement décidé d'accepter leur offre de 1 000 $, de chevaux et d'une charrette pour quitter le comté. Elle a dit que George et Guillaume Taylor avaient dit à son fils qu'il viendrait chez lui le soir du jeudi 10 mai. Il partirait avec eux, puis, une fois une nouvelle ferme trouvée, ferait venir sa famille. Cependant, cela ne s'est pas passé comme George et Guillaume Taylor l'avaient prévu. Car à leur arrivée chez les Mix, Madame Delora Max leur a dit que son mari ne partirait pas sans elle et les enfants. Elle ne faisait pas confiance aux Taylor et, bien qu'elle pensât qu'ils étaient grossement incapables de faire du mal à son mari, elle ne croyait pas qu'ils essaieraient un jour de blesser une femme ou un enfant. Madame Delora Mix était prête. Elle avait déjà mis le peu qu'elle possédait dans quelques cartons, prête à commencer une nouvelle vie ailleurs. Aucun objet que Madame Mix aurait pu emballer, ni literie ni vêtements, n'a été retrouvé. On savait aussi que M. Mix portait toujours une montre en argent, absente sur son corps. À la morgue, la famille a appris que seule une couette partiellement brûlée avait été trouvée dans la meule de paille. Nellie a répété à l'enquête ce qu'elle avait dit lors de son examen médical. D'après les preuves présentées, il se dessinait d'un tableau selon lequel, sous le couvert de l'obscurité, la famille Mix et les Taylor se sont dirigés vers l'ouest de Browning. Arrivé près de l'école, George Taylor est descendu de la charrette et a tiré sur M. Mix. Il a ensuite tiré sur Delora et leur bébé. Les 2 filles ont été frappées avec une pierre. Les frères ont ensuite transporté leur corps à la ferme, à 3 km, et les ont enterrés sous la meule de paille, dans des tombes déjà préparées. Le jury du coroner a conclu que la famille Mix était décédée de blessures par balle et de coups avec un objet contondant, tel une pierre. Les responsables de ce crime étaient M. George Taylor et son frère, M. Guillaume Taylor. Cependant, les frères avaient déjà quitté le comté. 2 jours plus tard, le dimanche 13 mai, une grande foule s'est rassemblée pour rendre hommage, alors que les corps de M. Gus Mix, de son épouse Delora et de leurs filles Mamie et Hattie ont été enterrés au cimetière de Butte dans le comté de Sullivan. Toute la famille a été placée dans une seule tombe. Des groupes d'hommes, tous armés, se sont lancés à la poursuite des tailleurs et un message a été envoyé à tous les comtés environnants pour qu'ils surveillent les frères. Cependant, ils ont réussi à éviter l'arrestation et ce n'est que le 26 juin qu'ils ont finalement été appréhendés dans la petite ville de Battsville, dans l'État de l'Arkansas. Ils ont été ramenés dans le comté de Lannes, Missouri, par train, mais les habitants les avaient déjà jugés coupables.
Des foules s'étaient rassemblées pour les accueillir, alors ils ont été descendus du train à Mâcon et transférés à la prison de Moberly. L'avocat des Taylor a demandé une caution de 50 000 $ pour chaque frère au tribunal du comté de Lynn. Mais après le crime, George et Guillaume Taylor ont disparu plus d'1 mois. Le juge a refusé la demande. Le procès débuta le 18 mars 1895 au palais de justice de Carrollton, dans le comté de Carroll, Missouri. George et Guillaume Taylor arrivèrent au tribunal en costumes élégants, ressemblant à 2 gentlemen distingués. Ils semblaient confiants d'être acquittés et niaient avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de M. Gus Mix, de son épouse Delora et de 2 de leurs filles, Hattie et Mummy. Des témoins ont déclaré avoir déjà entendu les Taylor menacer M. Mix. Une dame nommée Madame Kitty Eddins a raconté comment elle avait entendu 5 coups de feu peu après minuit, le jeudi 11 mai. La mère de M. Mix a également témoigné. Elle a dit à la cour avoir toujours trouvé les frères Taylor intimidants et craindre qu'ils fassent un jour du mal à son fils. Elle a dit qu'il avait reçu une lettre le 10 mai qui était écrite sur du papier à en-tête de la People's Exchange Bank. Elle n'était pas signée, mais avait 3 étoiles à la place. Elle disait simplement « Soyez prêts à 10 heures ». Tout est en ordre. Des témoins ont vu les frères dehors en charrette ce soir-là, et M. Dillinger a affirmé au tribunal avoir entendu William Taylor menacer de tuer M. Mix. Personne n'avait vraiment vu George ou William Taylor commettre le crime. Et leur avocat, le colonel John Hale, a rappelé à la cour que toutes les preuves présentées étaient un au mieux circonstancielles et qu'il n'y avait aucune preuve permettant de condamner les accusés. Mais la défense a fait comparaître de nombreux témoins à la barre. La plupart d'entre eux étaient des membres de la famille Taylor. La femme de George Taylor a témoigné que son mari était à la maison le soir du 10 mai et n'était jamais sorti, et la femme de William Taylor a déclaré que son mari était rentré à 10 heures du soir, puis avait dormi jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait des questions sur la présence de sang sur la charrette des Taylor. Les 100 témoins de l'accusation ont vu du sang sur la charrette, tandis que ceux de la défense ont dit qu'il était ancien et mélangé à de la peinture rouge. George et William Taylor ont témoigné pour leur défense, livrant une version bien préparée et presque identique des faits. Ils ont affirmé, comme leurs épouses, être rentrés chez eux sans ressortir. William a dit que George l'avait vu le matin du vendredi 11 mai, lui annonçant que M. Mix avait été tué et retrouvé sur sa ferme. William a dit que George voulait parler à la police pour demander une enquête, mais il pensait que ce n'était pas une bonne idée, croyant à un piège car tout le monde savait que Gus Mix avait accepté de témoigner contre eux. À la fin du procès, le jury a délibéré 2 jours sans parvenir à un verdict. Ils ont voté 7 contre 5 pour une condamnation. Un nouveau procès doit être organisé. Avant cela, des rapports de corruption sont vite apparus et un juré a révélé avoir reçu une offre de 750 $ pour un verdict de non-culpabilité. Le deuxième procès a commencé en juillet 1895 et l'accusation a décidé qu'au lieu de poursuivre les frères Taylor pour les 4 meurtres, il ne serait jugé que pour le meurtre de M. Gus Mix. L'accusation avait conclu qu'il serait trop difficile de prouver que le meurtre de Mme Delora Mix et des 2 filles était prémédité. Pendant cette période, Nellie Mix était sous la tutelle de Mme Pierce, l'épouse de l'un des procureurs. Nellie n'a pas témoigné aux 2 procès, mais sa déclaration faite au médecin le 11 mai 1894 a été lue au tribunal. Au cours de la procédure, il lui arrivait parfois de quitter sa chaise pour s'asseoir sur les genoux du mari de Mme Pierce, le procureur Pierce. Les témoins et déclarations du second procès ressemblaient puissamment beaucoup à ceux du premier, et le 2 août, le jury s'est retiré pour délibérer. Ils sont revenus pour déclarer M. George Taylor et son frère M. Guillaume Taylor coupables de meurtre au 1er degré, et le juge les a tous 2 condamnés à mort par pendaison. Bien sûr, les frères ont fait appel du verdict, mais en vain. La pendaison a été fixée au 30 avril 1896. En attendant leur sort, ils ont été envoyés à la prison de Carrollton. Cependant, le 11 avril, ils se sont évadés. William a rapidement été appréhendé et emmené à la prison du Kansas, mais alors que la date de l'exécution approchait, son frère George n'avait toujours pas été retrouvé.
Le jeudi 30 avril 1896 au matin, William Taylor est monté à l'échafaud. Auparavant, il avait proclamé son innocence par une déclaration. Elle disait au public « J'ai une déclaration supplémentaire à faire. Je ne devrais pas souffrir ainsi. Préjugés et parjures m'ont condamné. Par cette condamnation, ma femme est se laissée veuve et seule. Mes bébés sont orphelins dans ce monde cruel. Mes frères sont en deuil et mes amis pleurent. Tu précipites ma mère et mon père aux cheveux gris vers la tombe. Les foules et ces éléments m'ont poursuivi jusqu'à la tombe. J'espérais vivre assez longtemps pour que les gens voient que l'injustice subie, mais ce ne sera pas le cas. Je me sens prêt à rencontrer mes dieux et maintenant je m'envole vers le grand inconnu où je crois que chacun est justement jugé. J'espère que mes amis me rejoindront tous au paradis. Je crois que j'y vais. Adieu à tous. Le frère de William, George Taylor, n'a jamais été retrouvé. Nellie Mix a été élevée par sa grand-mère maternelle. Elle a épousé M. Albert Spray et, le 24 février 1905, a eu une fille à Fulton, Missouri, qu'elle a nommée Harriet. Nellie est malheureusement décédée de complications à l'accouchement. Harriet a vécu jusqu'en 1977. Elle est morte à Détroit à 72 ans. Au fil des ans, de nombreuses histoires ont circulé sur la tragédie de la famille Mix lorsque Nellie est sortie vivante de la meule de paille tôt le 11 mai 1894. 2 maisons étaient visibles, bien qu'elles soient opposées. Elles sont à égale distance de la meule de paille. L'une était la maison de Madame Carter, tandis que l'autre était celle de Monsieur George Taylor. On raconte que Nellie a parlé de la façon dont elle a été guidée dans la bonne direction par la voix de sa mère décédée, Madame Delora Mix. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.